31 janvier. 31 janvier, c'est le dernier jour pour vous souhaiter une bonne année. C'est un peu tard, vous allez nous dire, mais par contre, aujourd'hui est un autre jour et avec justement, voilà, mon ami Renaud, on avait envie de vous souhaiter la bonne année. Du cheval. Voilà, Sinan Kuai-le. Et en chinois dans le texte pour toi. Juste pour que vous sachiez, pour les maîtres du Feng Shui, en l'occurrence l'année du cheval sera forte en énergie et en opportunités pour qui saura les saisir. Donc ça nous offre une très bonne transition. La transition suivante, c'est qu'on pense que les Chinois ne manquent pas d'énergie et qu'ils n'ont pas déjà oublié de saisir ces opportunités. Elles vont être très très nombreuses. Donc ça m'offre la transition parfaite. Je pense que il y a beaucoup de choses et on ne va pas résumer la Chine comme ça en 2 minutes, mais en tout cas, 2 choses à retenir. Vous avez vu un peuple, une société qui s'enrichit extrêmement vite. Et cet enrichissement, son corollaire, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, ces Chinois vont voyager, partent, s'exportent, et vous les voyez de plus en plus. Et le deuxième corollaire, là, il est économique, c'est ce fameux Internet chinois dont on me parlait. Et les géants de l'Internet chinois, eux aussi, ils ont beau avoir un Internet très propriétaire, vous voyez, et nous fermer toutes les portes. La seule chose, c'est qu'on ne leur empêche pas leur expansion, et ils s'exportent de plus en plus. Vous avez dû entendre parler des IPO de l'automne dernier, avec des sociétés comme Tunar, qui est un très gros moteur de recherche et site online de voyage. Vous avez Alibaba, dont depuis 1 an, on annonce en effet la prochaine IPO. Et vous avez d'ailleurs son challenger qui vient d'annoncer la sienne dans les mois qui vont venir, qui s'appelle JD. Tout ça pour dire, c'est que fort un petit peu de ces 2 piliers, je crois que Renaud, là, tu as quelque chose à nous dire sur justement ta prédiction de la journée pour l'année qui vient. C'est vrai que d'habitude, les Chinois, on les regarde un petit peu à distance, en général avec un petit peu de racisme. Ça, c'est valable en France, surtout. Ce qui est important pour ce qui va arriver, c'est de se dire, voilà, la Chine, donc les Chinois arrivent à Paris, il y a 1,5 million de touristes qui vont être là cette année, ce qui est assez énorme. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les consommateurs chinois commencent à aller voir les marques occidentales, non seulement sur les sites chinois, évidemment, mais ils vont aussi sur les sites français, ils vont sur les sites anglais. J'ai discuté avec une marque qui s'appelle Farfetch, qui est une sorte de boutique pour le luxe en Angleterre. Leur 4e consommateur en ligne, ce sont les Chinois. Ont-ils fait des efforts de marketing pour ça? Non. Ont-ils fait de la communication? Oui, une fois qu'ils ont vu ça, ils ont compris, ils ont ouvert un Weibo, l'équivalent Twitter, pour discuter avec eux. Et là, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors c'est vrai que quand on regarde tout ça, nous on se dit l'année du cheval. Alors je vais essayer d'utiliser la petite flèche. Voilà. Donc ça, c'est l'année du cheval, c'est le mât, c'est le premier caractère. Le mât correspond à 2 choses. Mais il est reparti. Alors, on va essayer de revenir en arrière. Voilà. Non. On va revenir, je vais y arriver. Non plus. Bon, tu le fais? Merci. Donc le mât, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 noms. Voilà. Il y a Pony Ma d'un côté, celui qui est à droite, qui est le patron créateur de Tencent, et il y a Jack Ma qui, lui, ça se voit pas comme ça, est créateur d'Alibaba. Globalement, c'est un peu les 2 sociétés iconiques qu'il va falloir suivre si vous voulez comprendre les consommateurs chinois. Alors déjà. Pourquoi? Parce que globalement, Alibaba, c'est un peu le spécialiste du e-commerce, mais aussi de l'assurance, de la vidéo, de à peu près tout ce que vous voulez. Et Tencent, c'est à peu près son gros concurrent qui fait à peu près strictement la même chose. C'est vrai qu'on ne peut pas les résumer à ces 2-là. Il y en a d'autres, mais ils représentent tous les enjeux qui vont du e-commerce, en effet, de la mobilité, de la consommation, de tout ce qui est contenu. Donc il y a 2 enjeux, il y a 3 enjeux, on va dire. C'est en effet tâcher de les comprendre, communiquer auprès d'eux, et ensuite, en effet, comment essayer de leur vendre. Donc, si on commençait par comment communiquer auprès d'eux, où les trouver, où est-ce que la conversation se passe, où se passe la socialisation? Alors ça, c'est facile, hein. Il y a à peu près 80% des internautes chinois qui sont sur l'équivalent Twitter, les Weibo. Donc il y a à peu près aussi bien les étudiants que les chefs d'usine. Tout le monde est là-dessus. Quand ils viennent en France, ou quand ils sont en mode touriste, ils utilisent Weibo à peu près aussi à 80%. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit une conversation en Chine ou en France, on peut trouver les Chinois sur Weibo. L'avantage, c'est que c'est comme Twitter, on peut accéder via les API à ce qui se passe à l'intérieur. Donc on peut récupérer la conversation, on peut récupérer les grandes tendances, on peut récupérer effectivement les leaders d'opinion, entre guillemets. Donc à distance, sans même aller en Chine, vous pouvez déjà savoir ce qui se passe dans la pensée chinoise en termes de consommation. Donc ça, c'est la partie
compréhension. Après, pour la partie communication, même chose. C'est la même plateforme. Weibo, c'est les Weibo d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. C'est là où on peut communiquer avec les Chinois. Si jamais c'est Sina, vous allez communiquer avec ceux qui sont sur Shanghai et les grosses villes. Si c'est Tencent Weibo, vous allez communiquer avec ceux qui sont dans des plus petites villes, un peu plus reculées. Voilà, c'est la base. Et après, c'est assez simple. La communication, quand on parlait de Ponima, ils ont créé une plateforme qui s'appelle WeChat, qui est en train de ringardiser et de transformer complètement le réseau social. C'est-à-dire que Facebook est une plateforme liée à la publicité et à la vente de ce que vous êtes. Globalement, WeChat est en train de balayer tout ça. Il n'y a plus de pub. Si vous choisissez une marque, vous la suivez. La marque, par contre, peut vous envoyer un message et vous envoyer directement, sans changer même l'application, directement à la vente de ses produits et à l'achat. Parce que quand on parlait tout à l'heure des plateformes qui permettaient d'acheter en ligne sur son mobile, il y a des plateformes utilisées en Chine par plus de 200 millions de Chinois. C'est pas 10 millions en Afrique, c'est 200 millions en Chine. Et ce sont des plateformes qui arrivent partout. Et sont-elles utilisées en Europe ? Ça commence. Moi, je peux vous citer 2-3 sites qui sont dans le nord de l'Europe et aussi aux États-Unis qui intègrent cette technologie. Parce que finalement, c'est quoi ? Quand on veut qu'un Chinois achète sur son site e-commerce, il faut lui permettre de payer. Qu'utilisent les Chinois sur les sites e-commerce ? Ils utilisent le transfert de banque à site, okay, mais ils utilisent Alipay dans 80% des cas. Donc, une des techniques les plus simples, si jamais on veut communiquer avec eux, c'est d'utiliser Weibo, WeChat. Si on veut commencer à vendre, on utilise leur moyen de paiement, c'est UnionPay. Moi, je suis effaré quand j'arrive en France avec ma carte UnionPay, qui est une carte de débit, comme la majorité des Chinois. Il y a 2 banques seulement qui acceptent ce type de paiement. Quand je veux payer avec ma carte UnionPay en France, il n'y a pas moyen, sauf au printemps. C'est vrai que les Anglais là-dessus sont beaucoup plus agressifs, voilà, beaucoup plus opportunistes et pragmatiques, et ils ont développé et ils accueillent les Chinois de façon en effet beaucoup plus volontariste, quoi. Exactement. Au-delà des méthodes, je dirais, de paiement, ce qui est, je pense, on est en effet dans un Internet très mobile-centrique. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé du mobile ce matin et qu'on a une grande conviction tous, c'est que finalement, avec les Chinois, nous nous rapprochons énormément. On a coutume de dire qu'ils se modernisent mais ne s'occidentalisent pas. Et je pense que tout est là, tout est à chercher là. Et de cette différence-là naît toute la complexité pour tâcher de les toucher et d'engager une conversation avec eux, puisque la culture irrigue véritablement, en effet, tout le consumer journey, on allait dire. Donc, pour revenir sur l'idée du mobile, je pense que c'est assez clé. Tu as parlé de WeChat, cette application mobile très forte. Un outil qu'on ringardise beaucoup ici, le QR code par exemple, c'est déterminant là-bas. C'est déterminant. C'est-à-dire que le moyen principal d'interaction des Chinois, c'est le QR code. Vous regardez une publicité à la télévision, mais c'est pas juste en Chine. Vous regardez ça aussi en Indonésie, en Malaisie. Vous regardez des magnifiques publicités et ça fera hurler tous les designers. C'est-à-dire qu'on a la pub et on a un QR code qui fait un quart de l'écran. Voilà, c'est simple et ça dure tout le temps du spot. C'est-à-dire que c'est pas juste une apparition flash, c'est tout le temps dessus. Quand on va sur n'importe quoi, quand on va dans les ascenseurs en Chine, vous regardez, il y a un QR code systématiquement accroché à toutes les publicités et c'est systématiquement WeChat ou Weibo. C'est total. Donc le lien, l'interaction dans les magasins, sur la PLV, sur les supports digitaux, c'est le QR code. Voilà, donc moyen simple, même si vous ne voulez pas aller en Chine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, parce que c'est trop cher, effectivement, c'est cher d'aller en Chine. Par contre, si vous avez une boutique sur les champs, à Opéra, enfin dans un lieu où les Chinois vont, vous mettez un QR code, vous mettez le petit logo WeChat ou Weibo, les gens vont flasher parce que déjà, ça les amuse, ils vont se dire, mais comment ça se fait, qu'est-ce que fait ça à Paris ? Voilà. Donc il y a des moyens assez simples. Traduire un site en chinois, c'est pas monumentalement cher. Ça peut suffire déjà à engager la marque. Moi, j'ai fait un test quand je suis arrivé. J'ai des origines un peu bretonnes. Et quand je suis arrivé, je voulais voir si la Trinitaine vendait ces petits gâteaux sur Tmall et Taobao, qui sont les 2 plus grosses plateformes là-bas. Oui. Est-ce qu'ils le savent ? Sûrement non. Mais il ne faut pas oublier, les distributeurs, c'est un système à un maillage mondial. Donc vous êtes distributeur La Trinitaine en Thaïlande, vous vous dites tiens, pourquoi je ne vendrais pas ça en Chine ? Et c'est ce qui se passe. C'est soit les distributeurs vendent les marques sans qu'elles le sachent. D'ailleurs, quand on discute avec les marques en Chine, c'est en fait je ne sais pas trop d'où viennent mes produits. Voilà, ça c'est la première chose. Et quand on parle avec les gens qui font du luxe, c'est 20% de leurs produits ne sont pas vendus en Chine. Enfin, ils sont achetés en France par des Chinois qui les packagent dans des gros cartons et qui les envoient par FedEx. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. Parce que la plupart des marques occidentales se sont dit, bon, les Chinois, ils aiment le luxe c'est cher, donc on va bien pricer comme il faut.
Bah oui, mais le problème, c'est que maintenant, les Chinois, ils accèdent à tout. Ils accèdent au prix en magasin via le mobile. Ils accèdent au prix des différents sites. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, moi, dès que je veux voir un IP chinois, je l'interdis d'aller sur mon site. Le problème, c'est que la plupart des Chinois utilisent aussi des VPN, donc ils peuvent se caler en France s'ils ont envie. Donc, globalement, ça veut dire quoi pour une marque? C'est-à-dire que, il faut arrêter de prendre les Chinois pour des crétins. Et aussi, se mettre à faire une vraie stratégie mondiale de pricing, parce que c'est ça le gros sujet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui sont obligées de faire du rétropédalage en Chine, en train d'essayer soit de baisser ses prix, donc ça en général ça marche pas, soit d'augmenter les prix en France. C'est vrai, et je dirais qu'avant même de penser au prix et tout, le positionnement, on s'y est pas beaucoup attardé, mais le marketing, le fameux localization marketing, on parle de culture là aussi, est assez clé. Vous avez vu qu'il y a des marques importantes qui ont retiré des produits, bon, pour parler de L'Oréal qui a retiré en effet Garnier, d'autres marques comme Revlon qui ont des gros soucis en effet. Pourtant ces gens-là sont arrivés très tôt, par contre il y a eu un mauvais à la fois peut-être de diagnostic et à la fois véritablement de cohérence entre voilà, l'envie de positionner ou de vendre un produit et de finalement universaliser un petit peu, si vous voulez, un produit voilà, vendu aux quatre coins du monde et de se dire la Chine sera également une destination. Non, la seule chose, ces gens-là ont des besoins qui sont différents, une façon d'appréhender la marque qui est très différente. En effet, une très forte une hyper-socialisation, mais des gens encore très infidèles, très très zappeurs, avec une hyper-sollicitation. Donc les opportunités sont là, majeures, importantes. Par contre, il y a une cristallisation en effet très très forte. Donc, par rapport à ça, justement, on est en 2014. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette maturité des consommateurs et ce que ça veut dire pour les marques? Ce que ça veut dire pour les marques, c'est que elles ont les moyens d'ores et déjà d'écouter ces consommateurs et de leur parler, qu'elles soient en France ou en Chine. Donc globalement, et c'est pas hyper cher d'accéder à ces insights consommateurs. Il y a des startups, il y a des gros groupes qui font ça en Chine, ils le font très bien. Il y a aussi Synthesio qui le fait depuis Singapour. Je crois que personne n'est ici. Globalement, il y a tous les moyens. Vous avez tous les moyens pour commencer à approcher cette culture et aussi à communiquer avec eux et pourquoi pas à leur vendre. Donc allez-y. Profitez-en. Et aussi, si vous voulez, le 6 mars, il y a Laure qui fait China Connect, quand même. Et donc, il y aura beaucoup de patrons de grosses entreprises chinoises. Alors, il faut savoir, les entreprises chinoises, ça ne restera pas en Chine. Elles arrivent, elles sont déjà dans la Silicon Valley. Elles commencent à venir en Europe, même si ça les intéresse un petit peu moins. Donc, commencez à discuter avec elles. Voilà, Très merci. bien. Merci beaucoup.